Mesdames et messieurs, bonjour. Face à nous et face à l'opinion ce jour, Fred Kwenou, ancien conseiller du ministre de la Communication et membre fondateur du Bloc républicain. Fred Kwenou, bonjour. Bonjour, Jean-Eudes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à quelques mois des élections législatives. Au travers de cette émission, nous allons vous donner l'opportunité de vous adresser à vos compatriotes, de leur parler de leur avenir et également de nous parler de votre avenir. J'anime cette émission avec Paul Danongwe. Paul, bonjour. Bonjour Jean-Eudes Mutapre, bonjour Fred Kwenou. Bonjour Paul Danongwe. Arrêté en avril 2021, alors que vous vous opposiez à la prorogation du mandat du président Patrice Talon et à la tenue de l'élection présidentielle, vous avez retrouvé votre liberté après un peu plus d'un an de vie carcérale. Quelques semaines désormais après votre sortie de prison, vous avez déclaré votre appartenance au Bloc républicain, l'une des formations politiques qui soutient les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Pris entre étonnement, les Béninois se demandent quels sont les fondements de ce retour à la mouvance présidentielle. Merci bien. Vous savez, ça fait longtemps que moi j'ai fait le choix de la politique. J'ai choisi de faire de la politique et je ne m'en excuse pas. Mais faire la politique, c'est avoir une conception de la société qu'on a envie de partager avec les autres et de défendre. Dans le cas d'espèce, le Bénin est une terre traversée d'histoire et de géographie. Chacun entretient avec le pays une relation personnelle, je dirais même presque charnelle. Pour ce qui me concerne, le Bénin, mon Bénin à moi, il est républicain. C'est-à-dire que je prends l'histoire comme un bloc, je l'assume dans ses forces et dans ses faiblesses. Et pour moi, être béninois, le Bénin n'est bénin qu'à condition que chacun de nous se pense béninois, se veut béninois et se dit béninois. Et le bloc républicain dit plus unis, plus fort pour construire le pays. Je lis dans ce slogan, je lis une conception élevée de la République qui veut défendre l'intérêt général et l'unité nationale. Donc les fondements de mon engagement auprès du Bloc républicain définissent ma volonté inébranlable de défendre toujours l'intérêt général et l'unité nationale. Parce que je pense que le contexte international dans lequel le Bénin évolue aujourd'hui devrait nous conduire inexorablement à cela. Il ne faut pas rester dans des rancœurs inutiles, parce qu'on ne construit jamais rien avec la rancœur. Et s'il y a un sentiment qui m'a toujours animé, c'est celui de la transmission. Et une question permanente que je me pose, vous savez, j'ai 40 ans aujourd'hui, mon fils est né à 12 ans, je regarde le Bénin et je regarde le monde dans lequel nous sommes, et je me dis, je voudrais qu'il grandisse dans un pays où le dépassement de soi est possible. Dans un pays où on peut réussir avec l'effort et le mérite, dans un pays qui fait justice à ceux qui ont du cœur et non à ceux qui ont de l'argent. Pour qu'il grandisse dans ce pays, je sais qu'il va falloir me battre. Et se battre, c'est quoi? C'est chercher des hommes et des femmes qui proposent à notre peuple une espérance lucide et crédible. Et se pose la question simple, quel pays on transmet? Et donc, c'est dans le cadre de cette transmission que j'ai rejoint le Bloc républicain. Que le Bloc républicain soutienne les actions du chef de l'État, je crois que cela ne m'empêche aucunement d'aller avec le Bloc républicain, parce que moi, je n'ai jamais dit que j'étais contre tout ce que le chef de l'État faisait. Alors, de qui oserait même temps demander qu'il soit d'accord avec tout ce que nous faisons, en tant que simple humain, à plus forte raison, un dirigeant. Chacun de nous gouverne avec une conception particulière qu'il a de ce que le monde doit être, ou une certaine idée de l'homme, ou une certaine idée du Bénin. Il y a des idées que je partage entièrement avec le chef de l'État. Il y a d'autres dans lesquelles je ne me reconnais pas. C'est d'ailleurs normal. Et c'est pourquoi je disais que, au-delà, aujourd'hui, la situation de notre pays nous amène au-delà de nos inévitables divergences à aller ensemble, parce que, finalement, les forces extérieures, les forces qui nous guettent, les forces qui sont autour de nous, ces forces ne se préoccupent pas de savoir si on s'entend ou pas. Au contraire, ces forces sont prêtes à nous écraser. Donc il faut pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir faire face à ces forces de façon efficace. Voilà.
Dans votre déclaration, vous avez parlé de lucidité, vous avez évoqué il y a un instant les fondements du bloc républicain. Ces fondements étaient quand même là en 2020 quand vous avez déclaré votre appartenance à l'opposition. Est-ce qu'à cette époque-là, vous manquiez de discernement? Non, je crois que la lucidité, c'est le sentiment d'apaisement quand on revient de la colère. Vous savez, la colère nous empêche d'apprécier les choses de façon objective. À un moment donné, il y a eu de la colère. Mais quand vous dites, je n'ai pas déclaré mon appartenance à l'opposition en 2020 parce que vous avez soutenu oui, une candidate qui était quand même de l'opposition. On ne va pas gommer l'histoire, certes, mais il ne faut pas aussi que nous laissions ceux qui ne comprennent pas l'histoire présenter un tableau qui n'est pas vrai. J'étais de l'opposition quand j'ai été appelé à servir auprès du ministre de la Communication. J'étais membre de la FCDB qui se réclamait de l'opposition constructive. C'était quoi l'opposition, la conception? C'est que nous avons des divergences avec le pouvoir, mais nous avons des points de convergence. Et lorsque l'essentiel est en jeu, c'est-à-dire l'avenir du pays, nous pouvons nous mettre ensemble avec le pouvoir pour gérer l'essentiel. Et dans le cas d'espèce, lorsque j'étais dans un parti qui se réclame de l'opposition constructive et que j'ai été appelé à conseiller le ministre porte-parole du gouvernement sur les stratégies de communication, je n'ai pas vu ça comme une demande d'adhésion à la mouvance. Parce que pour adhérer à la mouvance, on adhère à un parti politique, n'est-ce pas? Et donc, je n'avais jamais adhéré à un parti politique. J'étais, disons, fonctionnaire dans un ministère. Vous ne me direz pas que tous les fonctionnaires béninois qui sont dans les ministères partagent la vision du chef de l'État ou sont tous des mouvanciers. Non. Et donc, moi, c'était clair dans ma tête qu'on ne m'invitait pas à adhérer à la mouvance, mais on me sollicitait pour apporter peut-être une connaissance, peut-être une expertise dans un domaine donné. Lorsqu'à un moment donné, j'ai estimé que les conditions n'étaient pas remplies pour que cela se fasse correctement, j'ai dû prendre du recul. Mais quand je prends du recul, je fais quoi? Je retourne dans ma famille d'origine, d'où j'ai quitté. Mais entre-temps, il y a eu que, à un moment donné, comme il y a beaucoup de suspicions dans la vie politique béninoise, ma famille a estimé que, voilà, il y avait peut-être des avantages particuliers dont je jouissais quand on m'a appelé et que je n'ai pas forcément partagé avec la famille, dont je n'étais plus forcément le bienvenu au sein de cette famille politique. Donc, j'étais obligé de me retrouver seul, mais à défendre les idées auxquelles je croyais, qui, par moments, peuvent être bien contraires aux idées de la gouvernance actuelle. Et donc, c'est vite fait. Lorsque, dans le cadre des élections présidentielles de 2021, une concitoyenne m'appelle et voudrait que je participe à son projet, que j'apporte mes idées aussi à son programme de société qu'elle voulait présenter à nos compatriotes. C'est normal que j'y aille, puisque j'ai accepté volontiers d'aller vers le pouvoir en place lorsque le pouvoir m'a sollicité pour venir apporter mon expertise, d'accord, auprès de son ministre porte-parole du gouvernement. Et donc, n'étant plus là, lorsque quelqu'un me sollicite pour dire j'ai des ambitions pour notre pays, je n'étais pas en contrat avec le pouvoir. Quand il dit je n'étais pas en contrat avec le pouvoir, c'est que je n'étais pas membre d'un parti politique du pouvoir. Alors, ceux qui sont avec le chef de l'État, ils sont dans les partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. Je n'étais ni membre de l'UP, ni membre du BR, ni membre d'aucun autre parti politique. J'étais membre d'un parti politique qui se réclamait d'opposition constructive. Pourquoi est-ce qu'on voit à travers mon retour, après avoir pris du recul avec le ministre de la Communication, pourquoi on voit un retour à l'opposition, tout comme si j'avais déjà quitté une fois Est-ce que tout de même, vous arrivez à comprendre ceux qui estiment que ça fait beaucoup d'aller-retour en si peu de temps? Oui, je peux les comprendre, mais j'estime que ça reste et demeure une analyse de cabaret. Parce que il faut suivre le parcours d'un homme et il faut suivre ce que l'homme fait et ce que l'homme dit. Dans notre pays, ce qui se présente, à mon avis, comme une des faiblesses de nos sociétés modernes, africaines, et peut-être beaucoup plus de la nôtre que de toute autre société, c'est que nous avons la conception qu'en politique, on ne suit pas les idées, mais on suit les hommes. Alors, quand on vous voit aux côtés de... On m'a vu hier aux côtés de Boni Yahi, en tant que son conseiller technique à l'emploi des jeunes.
dans la tête de certains de nos compatriotes, Boni Yayi ayant fini, je finis aussi. On ne conçoit pas que pour avoir été conseiller de Yayi Boni, je me retrouve collaborateur de Patrice Talon. Tout comme si en temps la République s'était arrêtée. Tout comme si en temps la République que Yayi Boni a prônée, défendue, protégée, s'était arrêtée et que la République que Talon protège et défend est différente. Mais pourtant, c'est une seule et même République avec un seul et même objectif. Les méthodes peuvent être différentes. Alors, donc, en définitive, nos votes aux élections sont peut-être différents, mais nos espoirs sont les mêmes. Nous voulons tous un pays uni, apaisé, un pays qui donne la chance à tous ses enfants, un pays qui compte dans le monde. Et donc, je crois qu'il faut toujours des hommes pour travailler à cela. Mais dans la conception de notre peuple, on a toujours l'impression que les hommes se lient aux hommes. Il ne s'agit pas des hommes, il s'agit des visions. À l'entame de cette émission, vous avez dit que vous auriez souhaité ou que vous souhaitez que votre fils puisse grandir dans une société où l'effort, le mérite et en même temps la justice sont des choses vraiment, sont des valeurs qui soient vraiment prônées, partagées de tous. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces différents éléments que vous avez énoncés sont présents dans l'action publique aujourd'hui? Je pose la question tout simplement parce que l'opposition ne pense pas forcément la même chose. Oui, je pense qu'il y a des efforts pour tendre à cela, mais c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait visible. Mais à cause parce qu'il y a des contraintes forcément. Vous savez, le monde est rentré, nous sommes rentrés dans un monde de déséquilibre. D'abord, depuis l'an 2000 pratiquement, nous sommes rentrés dans le 21e siècle. C'est lequel? C'est celui du numérique, c'est celui de l'Internet qui bouleverse considérablement notre rapport à l'éducation, à la santé, à la culture, même à la religion. Figurez-vous par exemple que il y a quelque temps nous avons parlé de Covid, nous en parlons encore en 2020, que quelqu'un ait peut-être pu manger de la viande en Chine et qu'on se retrouve tous à porter des cache-nez. Et la plupart de nos pays africains en ont vraiment souffert. Notre économie en a pris un coup. À l'époque, j'étais encore conseiller du ministre et j'ai participé à la communication gouvernementale pour expliquer et juguler, présenter les mesures du gouvernement pour juguler. C'est une crise qui nous a affectés. Comme la plupart des crises qui viennent de l'extérieur. En 20 ans, on a connu beaucoup de crises. La crise de Soprem, la crise du rouble, la crise de l'euro. Encore récemment, la guerre russo-ukrainienne nous affecte considérablement. À chaque fois, l'extérieur nous affecte. Et quand l'extérieur nous affecte, les conséquences sont dramatiques chez nous. Quand les conséquences, c'est systématiquement une remise en question de notre avenir économique et social. Alors, quand le social est menacé, quand l'économie est menacée, forcément que les mesures à prendre deviennent des mesures plus difficiles, plus draconiennes, qui ont parfois tendance à restreindre la liberté de chacun parce que on veut que... C'est-à-dire qu'il faut une certaine discipline à l'intérieur pour atteindre les résultats qu'on espère. Oui, on peut dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais le résultat n'est pas palpable. Parce qu'il y a des forces exogènes. Tant que nous n'aurons pas maîtrisé ces forces exogènes, on ne peut pas déjà atteindre cela. L'une des forces aujourd'hui qui nous contraint le plus, c'est le terrorisme international. C'est une guerre déclarée à l'humanité. Elle tue des dizaines d'innocents à nos frontières et aux frontières des pays qui sont autour de nous. Est-ce que dans ce contexte, nous pouvons continuer de voter nos lois sans tenir compte de ce qui se passe à nos frontières et ailleurs? Est-ce qu'on peut continuer de lever l'impôt, par exemple, sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs? Parce que nous avons besoin de renforcer pendant ce temps l'autorité de l'État. Parce que seule une autorité efficace, armée, police, justice, peut lutter contre ça. Et quand on sait que le terrorisme, par exemple, mène contre les pays une guerre asymétrique, c'est-à-dire que là où il y a des frustrations, là où il y a de la rancœur, là où il y a des mésententes, c'est comme une maison divisée ou qui ne s'entend pas sur l'essentiel, elle provoque des fissures par lesquelles les forces extérieures passent pour détruire la maison. Très bien. Dans des conditions comme ça, on ne peut que réduire un certain nombre de choses pour avoir la maîtrise du destin collectif. Très bien. Pour revenir à votre retour au bloc républicain et laisser Paul continuer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous rend aussi important au niveau du bloc républicain? Je vous pose la question parce que lors de la cérémonie
qui a été présenté comme votre cérémonie d'adhésion tout récemment. Il y avait au moins 3 députés, il y avait 4 députés, très bien. Il y avait plusieurs autres personnalités du bloc républicain. On a senti que vous étiez vraiment chouchouté au niveau du bloc républicain, alors que beaucoup prennent le large et quittent le parti. Qu'est-ce qui vous rend aujourd'hui unique au niveau du bloc républicain? Je ne suis pas unique, ce serait trop prétentieux. Je dirais que, disons que, pour caricaturer, je dirais que c'est le retour de l'enfant prodigue. Je suis heureux de retourner vers le bloc républicain parce que, au début, quand le bloc républicain était encore sous la coupole de la dynamique unitaire, j'ai participé avec tous ceux-là à la création de l'esprit qui sera plus tard l'esprit du bloc républicain. J'ai pris mes distances en 2018 parce qu'on ne s'est pas entendu sur l'essentiel. Peut-être que moi, j'étais trop pressé de voir un parti qui affirme des valeurs, qui affirme des idées, un parti qui mobilise sur la base de ces idées, alors que la construction devait être plus patiente et plus lente. Et donc, on n'a pas pu s'entendre, je suis parti. Mais des amitiés sont restées parce que la plupart des gens du bloc républicain et nous, au fil des ans, s'est créé une amitié, disons, de frères d'âme. On voit qu'on a la même conception pratiquement du monde. On partage une idée commune de ce que notre pays peut être. Et nous sommes assez lucides sur ce qu'il est aujourd'hui, quelles sont ses forces et ses faiblesses, et sur ce qu'il doit être demain. Et ça fait toujours du bien pour un enfant de retrouver sa famille, et pour des parents de retrouver aussi un enfant. D'accord? Et donc, je crois que c'est pour marquer cette sympathie à ma modeste personne, je n'ai pas enrougi d'ailleurs, que tout cela était là et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Et je crois que quand on a erré longtemps loin de la maison et qu'on retourne à la maison, c'est pour rester définitivement à la maison et c'est pour aider à bâtir finalement la maison. Donc, on a eu le temps d'aplanir les divergences, d'aplanir les rancœurs et désormais, je crois que nous allons construire, par la grâce de Dieu, les choses ensemble. Frère Renou, nous sommes à quelques mois des législatives de 2023. Vous adhérez à une formation politique qui a dû faire face à certains énigmes, pour parler de la réforme du système partisan, un parti qui a eu des militants qui sont restés focus sur leur objectif, qui ont fait un parcours avant que vous ne les rejoigniez. Quelle est aujourd'hui la nature de vos relations, j'allais dire, avec ces membres et ces militants fondateurs du bloc républicain, surtout dans la 6e circonscription électorale? Je crois que nous avons de très bonnes relations. Et il ne peut en être ainsi parce que je suis venu pour que nous puissions faire le reste du parcours. Et peut-être que ce qui nous reste à faire est largement supérieur à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. D'accord? Et donc, on ne peut pas considérer que je sois une menace. C'est vrai, certaines personnes peuvent penser peut-être que mon arrivée peut poser des problèmes. Mais moi, je tiens à rassurer tout le monde. Je ne suis pas focus sur les prochaines élections législatives. Je pense que dans un parti, il faut faire confiance aux partis ensemble pour positionner les meilleurs, pour rassembler notre famille politique et rassembler les Béninois à épouser les idées de notre famille politique et à soutenir l'action du chef de l'État comme le parti le fait. Et donc, moi, je suis beaucoup plus préoccupé, comme je l'ai dit, par la transmission. Moi, j'ai ce mot, c'est ce mot qui rythme tout mon engagement politique, toutes mes convictions, l'engagement, c'est-à-dire c'est la transmission. Quel pays on veut transmettre finalement? Parce que dans ce siècle, la principale richesse du Bénin, c'est nos enfants. Comment ils retrouvent leur chemin? Pour qu'ils retrouvent leur chemin, il faut qu'ils grandissent dans un pays qui soit rassemblé. Un pays qui définit clairement les droits et les devoirs de chacun. Un pays qui donne une chance à tous ses enfants d'avancer. Donc, un pays qui se fonde sur ses racines et ses valeurs. Donc, moi, je crois à un Bénin qui se construit sur ses racines. Voilà pourquoi mon Bénin, il est forcément républicain. Et c'est parce que le travail de tous ces militants sur le terrain, le travail de ceux qui sont dans la 6e circonscription et dans toutes les circonscriptions a fini de me convaincre que
c'est un parti qui veut rassembler et qui veut rassembler au-delà de ce qui est aujourd'hui que moi je les ai rejoints pour apporter ma pierre. Moi, je pourrais servir mon parti et mon pays, quel que soit l'endroit où on me mettra. D'accord? Je ne suis pas allé avec des idées arrêtées. Je n'ai pas exigé des dirigeants de me positionner pour les prochaines élections. Et si vous voulez, je viens de sortir de prison, je n'ai pris aucune disposition. D'accord? Et donc, par conséquent, mon intention n'est pas forcément les élections législatives de 2023. J'entends y contribuer, forcément. Par quelle manière? Oui, j'entends y contribuer, j'entends me mettre au service du parti, au service de tous les candidats qui seront positionnés, oui, sur qui seront positionnés, que ce soit dans la 6e ou ailleurs. J'entends me mettre à leur service, j'entends faire la campagne à leur côté, j'entends rassembler nos compatriotes sur la base des idées du bloc républicain, j'entends rassembler sur la base des résultats probants de la gouvernance à laquelle le bloc républicain participe et qu'elle soutient de toutes ses tripes. Oui, j'entends faire ça. Parce que je pense qu'il faut rassembler. Dans cet esprit-là, déjà, avec quel leader, je vais dire ça comme ça, jeune du parti, vous avez déjà pris langue? Je viens d'arriver, je suis arrivé dimanche, donc nous sommes en train de travailler parce qu'il faut que je rencontre un certain nombre de personnes de manière officielle pour qu'on voit dans quel cadre est-ce que le parti voudrait utiliser mes compétences. Est-ce que c'est dans le cadre restreint d'Abomey Calavi, de la 6e, ou c'est dans un cadre plus national? Mais une chose est sûre, je rencontrerai forcément tous les leaders parce que je sais qu'il y a une organisation de la jeunesse du parti. Je me sens jeune, donc je vais les rencontrer, discuter avec eux et leur faire mes propositions parce que je pense que le BR devrait être de droit la première formation politique du Bénin, du moins depuis 2016, parce que la gouvernance du président de la République est une gouvernance libérale, c'est une gouvernance républicaine, et ce sont les valeurs du bloc républicain. Et donc, par conséquent, je n'entends pas que le bloc républicain soit considéré comme la deuxième force politique. Je pense qu'on gagnerait plus à expliquer, à faire comprendre aux Béninois ce qui se fait, et à leur faire comprendre aussi quelles sont les idées que génère le parti pour que plus de Béninois nous fassent confiance. Parlons plus du parti, si vous voulez bien. Vous êtes revenu, dans quel état est-ce que vous avez trouvé le parti? Vous avez répété plusieurs fois que le parti entend rassembler pratiquement toutes les forces, mais ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Depuis quelque temps, je crois que Paul l'a rappelé également, il y a eu beaucoup de départs du bloc républicain. Ce qui se dit, vous ne le savez peut-être pas, c'est que le bloc républicain aujourd'hui occasionne et organise dans le Gotha politique la plus grande pagaille qu'on a jamais vue après la réforme du système partisan, parce que les déclarations vont dans tous les sens. On a entendu pas plus tard que cette semaine ou la semaine dernière encore Bertin Korovi, une autre nouvelle recrue du bloc républicain, a annoncé que le chef de l'État pourrait ou devrait faire un 3e mandat. Il l'a dit contre toutes les lois républicaines, la Constitution et tout ce qui peut exister. On a l'impression que ça ne va pas et que ça ne fonctionne pas au niveau du bloc républicain. Quand vous êtes arrivé, dans quel état est-ce que vous avez trouvé ce parti? Écoutez, ce qui se passe au bloc républicain n'est pas différent de ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'au bloc républicain, c'est plus visible. Il y a une faiblesse du système partisan béninois qui est demeuré comme un péché mignon. Vous savez, quand on était au dialogue politique en 2019, quand il s'était agi de jeter un regard sur la réforme du système partisan et de voir ce qu'on pourrait corriger, j'avais proposé et soutenu l'idée de clarifier les naissances des partis politiques en demandant aux partis d'énoncer clairement quelle est leur vision, dans quelle conception du monde ils défendent, de telle sorte que lorsqu'un parti se crée et que des gens y adhèrent, qu'ils n'adhèrent pas à la personne de celui qui est à la tête, ou qu'ils n'adhèrent pas par affinité, mais qu'ils adhèrent à une vision politique. Ça fait que quoi? Lorsque demain ils se retirent, il leur sera difficile de rentrer dans notre vision parce qu'on vous demandera comment vous passez rapidement d'une vision social-démocrate, d'une vision socialiste à une vision libérale. Donc, ça mettrait les hommes même en porte-à-faux par rapport à l'électorat. Parce que si vous aviez fait campagne sur la base d'une politique libérale, d'une politique ultralibérale ou d'une politique socialiste, et après, patatras, vous quittez pour aller de l'autre côté, on fera tout de vous demander, mais c'est votre électorat qui change. Mais
cette voix était minoritaire. Et je peux vous dire que c'était les deux grands blocs de l'époque, l'UP et le BS, qui n'étaient pas d'accord pour ça. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un jeu de chaises musicales, que des gens s'en aillent, que d'autres viennent. Parce qu'on se dit, comme nous sommes de la même maison, nous soutenons le même chef d'État, donc il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un problème parce que nous soutenons le même chef d'État, mais nous soutenons deux aspects bien différents de la gouvernance du chef de l'État. L'UP est plutôt d'obédience social-démocratique. Donc on soutient l'aspect social de la gouvernance, au socialisme de la gouvernance, et au bloc républicain, on soutient l'aspect libéral de la gouvernance, les entreprises, l'entrepreneuriat, la liberté économique, la création de la richesse. Pour le bloc républicain, la richesse, on ne peut pas s'excuser d'être riche. Au contraire, ça permet de faire avancer les autres. Pour les autres, c'est qu'on peut s'excuser d'être riche et il faut partager. Donc, c'est des conceptions du monde. Mais tant que ces conceptions ne sont pas clarifiées, on ne peut pas s'empêcher que des gens quittent. D'accord? Et ensuite, j'avais aussi proposé à l'époque que tout élu ou toute personne nommée à des fonctions dans le cadre au nom d'un parti politique perd systématiquement son mandat lorsqu'il arrive à démissionner du parti politique, quelles qu'en soient les raisons. Mais ça n'a pas marché. Donc, quand rien ne retient, quand un député peut démissionner et aller de l'autre côté et continuer d'être député à l'Assemblée nationale, quand un ministre peut démissionner et aller ici et continuer d'être ministre de la République, quand un DG peut faire et continuer de le faire, vous ne pourrez pas empêcher que ça se produise. Mais alors, donc, vous comprenez que ce qui préoccupe les gens, ce n'est pas tant les valeurs ou la vision que le parti porte, ce n'est pas tant l'électorat du parti, mais c'est où est-ce qu'ils peuvent être plus à l'aise pour toujours profiter de leur proximité du pouvoir. Quand c'est comme ça, vous n'avez pas de moyen de contrôler ça. Parce que si je suis député et que j'ai l'impression que la tendance, c'est qu'on risque de ne pas me positionner parce qu'on estime peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mieux sur le terrain ou qui porte mieux la voix du parti, je démissionne et je vais me positionner, je vais ailleurs, là où on peut me positionner. Donc, quand c'est comme ça, on peut parler de pagaille. Maintenant, quant à la prise de parole au niveau d'un parti politique, je crois que au XXIe siècle, les partis politiques ne sont pas des casernes, encore moins des sectes. Et au XXIe siècle, les partis politiques n'ont pas pour idéologie le catéchisme ou la religion. Par conséquent, on ne peut pas empêcher les gens, si, on peut discipliner la prise de parole, mais on ne peut pas empêcher chacun d'avoir son opinion. Mais une fois que l'opinion du parti est arrêtée, tout le monde est tenu à la discipline. Je suppose que ceux qui parlent ici et là, c'est parce que le parti n'a pas encore posé ce débat et avoir une position claire là-dessus. Et encore que c'est plus difficile pour un parti qui soutient les actions du chef de l'État. C'est très difficile parce que lorsque quelqu'un parmi vous dit qu'il veut que le chef de l'État que vous soutenez fasse peut-être plus de mandats que prévu, ce n'est pas à vous de dire on n'est pas d'accord. Même hors du cadre constitutionnel. Oui, mais écoutez, ce n'est pas le parti qui rappelle à l'ordre quelqu'un qui agit hors du cadre constitutionnel. Nous sommes un État de droit, donc il y a des institutions de la République qui doivent rappeler à l'ordre l'individu qui le dit et peut-être le parti. Si le parti recevait un rappel à l'ordre de la Cour constitutionnelle, qui dit attention, il y a vos gens qui disent des choses qui violent la Constitution, le parti va les ramener à l'ordre. Mais si personne ne le fait, pourquoi voudrez-vous que le parti le fasse au risque de devenir, sans le savoir, ennemi de celui qui dit qu'il entend que la dynamique qui gouverne, qui dirige, continue au-delà. Vous savez, notre système partisan génère les dirigeants de nos institutions. Alors, il y a beaucoup de choses à régler. C'est déjà un début. Je crois que la chose extraordinaire que la réforme du système partisan a apportée, c'est de contraindre les gens à rester ensemble. On est ensemble. Maintenant, il faut nous contraindre à vivre ensemble et à vivre dans la discipline. Et ça, je ne crois pas que ce ne soit pas un décret que ça puisse se faire, ou que ce ne soit pas une loi, mais que ce ne soit pas une volonté de vivre ensemble, de rester ensemble et d'organiser nous-mêmes nos propres sociétés. Et je crois que ça va venir. Nous sommes encore dans les balbutiements, parce que quoi, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans que ça a commencé, pratiquement. Donc, on attendra, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être que ce sera plus clair, plus lucide, je veux dire. Frère Renou, incontestablement, l'Union progressiste devenue Union progressiste, le renouveau avec l'arrivée du PRD, est aujourd'hui le plus grand parti politique
au Bénin, vous avez vu l'harmonie dans laquelle les choses se font, surtout avec les dernières adhésions qui ont été enregistrées. Par contre, au sein du bloc républicain, on note, comme l'a rappelé, comme l'a notifié Jean tout à l'heure, une certaine pagaille qui amène certains courants de pensée à penser que le bloc républicain s'offre une ruée des bras cassés. Écoutez, ce que vous appelez la pagaille, moi j'appelle ça vitalité de la démocratie au sein d'un parti. Parce qu'on n'a jamais encore vu un membre du bloc républicain décider d'aller à l'encontre d'une décision officielle du parti. D'accord, le bloc républicain soutient les actions du gouvernement, du chef de l'État. On n'a pas vu un seul de ses membres dire « je suis contre ce que le pouvoir fait ». D'accord? Et quand on dit soutien, il peut y avoir des débats à l'interne sur telle chose. Mais la position du parti est claire et tout le monde s'y conforme. Maintenant, si vous parlez par rapport au départ des uns et des autres, je veux vous dire un truc. Moi, je pense que c'est parce que le bloc républicain ne conçoit pas la politique comme un gâteau économique que chacun vient prendre, que tout ça se passe. Lorsque on conçoit la politique comme un gâteau économique où chacun vient prendre sa part, c'est normal que tout le monde soit studieux parce que chacun a sa part entre les mains. Mais lorsque c'est vu comme, je vous ai dit, l'une des valeurs républicaines, c'est l'effort et le mérite. Alors, dans un environnement où vous êtes appelé à avoir ce que vous devez avoir par l'effort et par le mérite, il y a forcément de la cacophonie. Parce que c'est un environnement de concurrence. Vous n'êtes pas meilleur aujourd'hui pour être meilleur demain si vous ne travaillez à maintenir votre efficacité. Position, oui. Et dans ce contexte, parce qu'il faut que les gens comprennent que quand on rentre dans un esprit, l'esprit nous suit. Il y a l'esprit de la concurrence au bloc républicain. Il y a l'esprit de la compétition au bloc républicain. Tout le monde doit compétir. Et c'est les meilleurs qui y arrivent. Parce que la réussite, ce n'est pas un guichet que l'on fait le rang pour avoir, c'est pas un ticket de guichet. Où on dit, bon, ok, ton tour est passé, je prends. Non. D'accord? C'est cette conception social-démocrate qui fait que parfois ça peut être très studieux parce qu'on est sûr que, bon, telle personne, il a fait son temps, il passera pour que mon tour vienne. Alors là, ça ne stimule pas la compétition, ça ne stimule pas l'effort, ça ne stimule pas la compétence. Mais quand on sait que celui qui est là, il risque d'être là, si je ne me bats pas, si je ne démontre pas que je suis plus meilleur que lui, et là, ça amène la cacophonie, ça amène, on peut prendre des coups. Il va falloir régler ça. Donc, moi, je ne vois pas cette pagaille, je vois une certaine vitalité due aux valeurs qui génèrent le bloc républicain. Mais il va falloir, c'est vrai, que ça soit cadré, coordonné, pour que ça donne plus l'impression d'un parti qui mérite d'être la première formation politique du Bénin. Nombreux parmi ses membres remettent en cause la gestion qui est faite à la tête du pays par le secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane. Écoutez, je n'étais pas dans le parti avant, mais ce que j'observe, je peux vous le dire. Je vois que le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane est un homme très pondéré. Il est le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Et pourtant, on ne voit pas de la cacophonie au sein du gouvernement. Ça veut dire qu'il arrive à bien coordonner, et il est ministre du Bloc républicain, et il est ministre de l'UP et d'autres, pour qu'on aille dans un seul sens. Alors, celui qui le fait à un niveau plus élevé, plus contraignant, qu'est l'État, d'accord, qu'un gouvernement dans lequel il y a aussi des ministres d'un autre parti avec une autre conception, mais qui le fait quand même suffisamment bien. Vous pensez qu'il ne le ferait pas suffisamment à l'intérieur de son propre parti politique, où tout le monde est censé partager la même vision, où tout le monde porte les mêmes valeurs? Moi, je crois qu'il ne s'agit pas de la personne du ministre d'État, il s'agit peut-être de ce que le Bloc républicain n'a pas encore eu le temps de clarifier en son propre sein l'essentiel. L'essentiel, c'est les conditions de son rassemblement. Nous sommes rassemblés autour de quoi et nous défendons quoi? Jusqu'à présent, ce qui est mis en avant, c'est que nous défendons l'action du président Patrice Talon. Et tout le monde le défend. Chacun à sa manière. Certains le défendent au point où ils pensent qu'il doit rester 15 ans, 10 ans, 20 ans. On ne peut pas le leur refuser. D'accord? D'autres le défendent parce qu'ils pensent que oui, tout va bien. D'autres pensent que oui, il faut toujours aller en s'améliorant. Mais
L'essentiel, ce n'est pas ce qui nous rassemble, d'accord? C'est ce que nous mettons au service de Patrice Talon pour l'aider à gouverner, pour l'aider à diriger, pour aider les Béninois à comprendre son action. Ça se fait autour de quoi? Je crois que c'est ça qu'il faudrait que le Bloc puisse clarifier et que peut-être les autres ont déjà réussi à clarifier bien avant le Bloc. Je ne voudrais pas, je ne m'attends pas à ce que vous donniez une autre réponse non plus, mais pour rebondir sur la question de Paul Dalongwe tout à l'heure concernant le leadership de Abdoulaye Biotchane à la tête du Bloc républicain, est-ce que le Bloc républicain n'est pas en train de subir un peu le syndrome ABT? Je parle du syndrome ABT en lien avec tout ce qui a été le parcours du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, surtout sur le plan politique, où on sait qu'il n'a jamais été un fin limier politique. Son parti politique, ABT, à l'époque, n'a jamais pu faire grand-chose. Son leadership a été tout le temps contesté. Au sein de son propre fief, ce qui est considéré comme son propre fief, il n'a jamais fait un grand score. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de poursuivre aujourd'hui, ou qui est en train de suivre aujourd'hui le Bloc républicain? Parce qu'il faut bien le rappeler, ce qui est en train de se passer au sein du Bloc républicain ne se passe dans aucun parti politique au Bénin. Moi, je crois que quand on n'est pas un grand leader politique, on ne se présente pas à une élection présidentielle et on ne termine pas quatrième. On avait par le passé une trentaine de candidats aux élections présidentielles au Bénin. Bien sûr, mais il a été quatrième. Donc, vous voyez, moi je pense qu'il y a dans le pays beaucoup de personnes du nord au sud qui se reconnaissent à travers Abdoulaye Biotchane. Si vous dites que son leadership est contesté même dans son fief, il faut savoir si Abdoulaye Biotchane avait vocation à être un leader local. Il avait vocation à être un leader national parce que ses ambitions étaient connues et étaient claires. Et la preuve maintenant, il est ministre d'État du président Patrice Talon depuis, il coordonne toute l'action du gouvernement. Moi, je pense que le leadership ne se mesure pas forcément, au nombre de personnes qui font le bien oui derrière nous, mais parce qu'il y a des leaders qui acceptent aussi la contradiction, qui acceptent le débat. Je crois qu'Abdoulaye Biotchane, il accepte le débat, il accepte la contradiction. Et comme je vous l'ai dit, il faut voir les faiblesses de nos partis politiques. Tous ceux qui quittent, ils quittent pourquoi? Quelle est la vraie raison? Pourquoi ils vont ailleurs? Je dis, quand on a épousé une conception du monde défendue par un parti politique, on ne quitte pas facilement pour aller dans une autre conception du monde. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voulez dire que ce n'était pas de vrais militants? Ah, ben si c'en était, il ne se serait pas allé. Moi, j'ai mis du temps à adhérer à un parti politique. Vous voyez mon parcours, le seul parti politique dans lequel vous me verrez clairement, même quand j'étais conseiller de Boni, je n'étais pas membre des FCBE, parce que je ne partageais pas toute la conception. C'est-à-dire, la plupart des partis de gouvernement se créent juste autour de la personne du président de la République et de l'opportunité que la proximité avec sa personne offre d'occuper une fonction. Très bien. Mais ce n'est pas le cas du Bloc républicain auquel vous appartenez aujourd'hui. Ah non, attends, le Bloc républicain a des ministres, le Bloc républicain a des députés, le Bloc républicain a des maires et des conseils, donc c'est forcément ça aussi. Mais je pense qu'il y a une velléité de survivre après Patrice Talon. Et je suis d'accord que Patrice Talon aussi n'a pas fait cette réforme du système partisan pour qu'après lui, tous les partis politiques meurent, sinon ça ne donne rien apporter. Donc il envisage bien qu'au-delà de lui, de ses mandats, que les partis politiques puissent continuer de vivre pour qu'ils puissent dire, oui, j'ai inspiré quelque chose à mon pays. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est ce qui va se passer. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, puisque nous avons déjà fait plus de 35 minutes de débat. Donc, on va parler ça passe vite. De deux autres sujets très rapidement. Pour finir, on va parler de l'opposition et puis ensuite, on parlera de votre séjour en prison parce qu'on veut bien comprendre tout ce qui s'est passé pendant ce temps et comment est-ce que vous avez vécu cette période un peu difficile de votre parcours politique. Concernant l'opposition, parlons toujours des difficultés qu'il y a aujourd'hui au niveau du Bloc républicain. Comment est-ce que aujourd'hui vous êtes venu au Bloc républicain, vous comptez apporter quelque chose? Qu'est-ce que vous allez apporter concrètement, vous et tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui au Bloc républicain, au regard de la posture et de la position aujourd'hui de l'opposition sur le terrain qui va peut-être donner du fil à retordre, surtout au Bloc républicain, dans certaines zones du pays, dans certaines circonscriptions, notamment le Septentrion? Écoutez, voici mon analyse de la situation politique de notre pays, ou la situation du système partisan, je veux dire, de notre pays. Je pense que les élections législatives 2023 détermineront les lignes de force
qui vont gouverner le Bénin pour la prochaine décennie. C'est-à-dire, je vois que la prochaine opposition et la prochaine mouvance sont déjà autour de Patrice Talon. Les deux blocs constituent forcément, du point de vue idéologique, du point de vue occupation du territoire national, du point de vue adhésion de militants, constituent forcément, après Patrice Talon, ok? Après Patrice Talon... Je ne vous arrête pas, mais qu'est-ce que vous faites de FCBE et non, de... attendez. D'accord. Attendez, après Patrice Talon, constituent forcément les deux blocs qui vont diriger notre pays en tant qu'opposants aux prochaines années. D'accord? Et 2023 va déterminer ça. Je vois toutes les autres forces qui se réclament de l'opposition rejoindre à la longue un de ces deux blocs, soit après 2023, soit après 2026. En tout cas, ça dépendra de qu'est-ce qui va se passer. Mais je n'ai pas de doute que c'est dans ces deux blocs que va se jouer la décennie prochaine dans notre pays. À partir de cet instant, je pense que les partis qui se réclament de l'opposition, tôt ou tard, vont venir vers l'un de ces deux blocs forcément, parce que ces partis ne sont pas rentrés dans la dynamique moderne. Il y a une dynamique moderne. Nous sommes dans un autre siècle, ok? Un autre siècle dans lequel, même si nous ne sommes pas rentrés du point de vue mentalité, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue technologique, l'extérieur nous contraint à rentrer dans ce siècle. Mais les partis politiques de l'opposition sont encore arc-boutés sur des orientations que nous avons imaginées il y a 30 ans. C'est-à-dire, s'il y a une grande faiblesse qu'a eu la conférence nationale de 1990, c'est qu'elle n'a pas anticipé l'an 2000. C'est qu'elle n'a pas anticipé le 21e siècle avec tous ces bouleversements. Ça veut dire qu'on a juste voulu régler la question du point de vue politique à travers la question du point de vue partisan. Or, la plupart des partis politiques de l'opposition aujourd'hui, et tous ceux qui se disent de l'opposition, continuent de chercher à retenir un passé qui nous file déjà entre les doigts comme du sable. C'est-à-dire les orientations de 1990. Tout le monde dit, on veut revenir au Bénin tel qu'il était en 90, on veut revenir à notre Bénin, on veut revenir à la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Il y a des gens qui sont fascinés par le charme du mot liberté. Moi, je prononce ce mot, mais avec des nuances claires. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ces partis politiques n'ont pas acquis la dextérité pour conduire le pays dans le cadre actuel? Or, avec la gouvernance autour de Patrice Talon, avec toute sa gouvernance, montre qu'il veut forcer le Bénin à rentrer dans cette modernité qui lui est nécessaire. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où la seule réponse crédible, c'est la modernité de notre pays. Donc, plus de contraintes pour arriver à cette modernité. Toutes ces contraintes, je suis sûr que dans 10 ans, dans 15 ans, toutes ces contraintes vont tomber. Le pays va prendre un autre pli, mais pour le moment, ces contraintes étaient nécessaires. Or, l'opposition refuse ces contraintes. Quand l'opposition refuse ces contraintes, elle ne s'y adapte pas, elle fait un faux combat. D'accord? À vous entendre parler, ça veut dire que vous avez applaudi le discours qu'il a tenu à Longchamp, à la REF, en face des investisseurs français. Ah non, non. Écoutez, j'ai des nuances, forcément. Je suis un libéral. Je crois en la liberté économique, à la liberté d'entreprise, mais je crois aussi en la solidarité des générations. Et donc, je n'ai pas, aujourd'hui, étant dans le bloc, je n'ai pas à critiquer ouvertement un discours du chef de l'État. J'ai affaire, dans notre cadre politique où nous analysons les actions du chef de l'État, à faire des propositions concrètes qui pourraient lui remonter. D'accord? Mais je pense que globalement, nous sommes en train de rentrer dans une phase où nous sommes obligés de tenir. Parce que le contexte actuel, c'est que nous avons une remise en cause systématique de notre avenir économique et social tel que nous l'avons imaginé à partir de 90. Et les outils pour nous, les outils avec lesquels nous les apprécions, ce sont ces outils qui continuent d'être les outils de l'opposition. Parce que qu'est-ce que l'opposition réclame? Il y a aujourd'hui plus de 4 millions de jeunes au chômage au Bénin. Oui. Qu'est-ce que l'opposition dit par rapport à ça? D'accord? Il y a aujourd'hui, nous sommes dans une situation de perte d'identité, de perte de nos valeurs sociales. Il y a la dépravation au niveau d'une grande catégorie de la jeunesse. La plupart des jeunes aujourd'hui sont arc-boutés sur le plaisir et rien que sur le plaisir. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à cela? Pourtant, on sait que ces jeunes représentent 70% et que le Bénin de demain va se construire avec eux ou ne se construira pas. Ce qu'on fait pour eux aujourd'hui est à la mesure de ce qu'ils feront pour le Bénin. Donc,
L'opposition est attendue sur des questions spécifiques et sur des propositions alternatives. C'est quoi une opposition? On critique, mais nos critiques n'ont de valeur que si elles sont accompagnées de propositions alternatives. L'opposition s'est enfermée dans le monde d'hier, alors que le monde ne nous attend pas. Paul va finir sur la question de votre séjour à la prison civile de Cotonou. Mais avant de terminer, avant de quitter ce sujet, oui. Ce que vous venez de dire, ce que vous venez de présenter sur l'opposition et tout, c'est bien beau. Mais est-ce que les populations qui vont voter en avril prochain pourront faire ce discernement? Là se pose toute la question. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça... C'est avril. En janvier. Et c'est pour ça que je pense que le Bloc républicain a un travail à faire. Travail qui consiste à expliquer le contexte dans lequel nous sommes. Le monde est rentré dans un contexte multipolaire. Okay? Nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes un petit pays, nous ne pesons pas. Tout ce que l'extérieur fait agit sur nous. On ne peut pas aujourd'hui développer le Bénin sans tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire, il n'y a aucune politique que nous puissions mettre en place au Bénin en disant nous ignorons ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, le Bloc républicain a gagné à expliquer le contexte, à expliquer le bien fondé des actions du président de la République et à expliquer les valeurs qui doivent conduire aujourd'hui notre peuple à rentrer dans cette modernité. Si nous voulons continuer d'exister, si on ne veut pas qu'on nous raye c'est-à-dire que de l'espace. Oui. Parce qu'il y a des pays qui existent mais qui sont déjà rayés. Vous prenez le Soudan du Sud, vous prenez la Somalie, vous prenez un certain nombre de pays, même proches de nous, qui sont déjà rayés, qui n'existent plus, qui n'ont plus la maîtrise de leur destin. Or, il faut avoir la maîtrise de notre destin. Et je pense qu'au sein du BR, nous avons tous les atouts, tous les éléments, toutes les idées et toutes les valeurs qui portent cette modernité en nous. Ce que l'opposition n'a pas, forcément. Frère Renaud, nous allons revenir à la vie carcérale que vous avez menée de 2021 à 2022. L'on se rappelle qu'en janvier 2021, vous avez adressé un premier courrier au chef de l'État, un courrier qui a été suivi d'un autre qui est intervenu justement en novembre 2021. Et dans ce courrier, vous demandiez au chef de l'État de prendre les dispositions en tant que premier magistrat du pays pour libérer les détenus politiques. Comment avez-vous vécu cette période? Écoutez, la prison, comme l'a dit quelqu'un, il dit que ce n'est pas un hôtel à 5 étoiles. Donc la prison, c'est extrêmement difficile, surtout quand on n'a pas fait délibérer le choix d'y être. J'estime qu'il y a certains qui ont fait ce choix par leur pratique sociale. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile pour eux. Mais quand on est acteur politique et qu'on se retrouve là-bas, c'est très difficile. La première des choses, c'est la séparation d'avec vos proches. D'accord? Avec vos familles, avec des enfants qui ont besoin de vous, avec des épouses. Nous étions pour la plupart des pères de famille qui ont besoin de votre présence à la maison pour l'éducation des enfants. C'est une perte énorme en même temps pour la société. Quand on prend un père de famille et qu'on le met en prison, on n'a pas idée de toutes les conséquences désastreuses pour notre propre société. Donc, et nous étions dans des conditions extrêmement difficiles. Vous savez, nous étions traités comme des terroristes. À la prison civile de Cotonou. À la prison civile et dans toutes les prisons, parce que le mandat qui nous a tous accompagnés, c'est le mandat de terrorisme. D'accord? Et les terroristes, comment on les traite? Les terroristes sont déshumanisés. Les terroristes n'ont plus de dignité. Donc, oui, nous étions dans un bâtiment peut-être de 10 mètres sur 8. Hein. Nous étions cloîtrés à longueur de journée. On ne sortait pas, on ne voyait pas le soleil. On devait sortir que pour aller à l'infirmerie et on devait sortir que lorsqu'on devait recevoir la visite. Les autres prisonniers avaient la possibilité de sortir, mais nous, on ne pouvait pas sortir parce qu'on estimait que nous étions des dangers et des menaces, même pour les autres prisonniers. Quand on sortait, on pouvait ameuter et créer une rébellion. C'était des conditions très difficiles, pratiquement inhumaines et insupportables. Et dans ces conditions, dans cette douleur, on a le temps de réfléchir sur son action. Qu'est-ce que nous avions voulu faire? À aucun moment, aucun de nous n'a jamais voulu remettre en cause l'unité nationale et mettre le pays dans le décor. Mais on défendait quelque chose, une certaine idée de notre pays. Elle était peut-être rétrograde, mais c'était ce que nous défendions. Alors, personne n'avait imaginé que de simples bavardages, pourraient nous conduire à la prison. D'accord? Parce que pour nous, on se disait, nous étions en train d'exprimer notre opinion, notre conception de la chose.
Mais entre-temps, je crois que ce qui a compliqué les choses, c'est qu'il y a eu des violences aussi. Il y a eu des violences même exercées contre les forces de l'ordre. Des violences exercées dans des régions, dans des zones, dans des endroits, partout sur le territoire national. Et il est du rôle de l'État de défendre l'autorité de l'État. Par exemple, quelqu'un comme moi, on m'a déposé pour complot contre l'autorité de l'État. Vous imaginez? Un républicain comme moi, dont la première valeur, c'est justement le respect de l'autorité de l'État, parce que sans loi, sans justice, sans police, il n'y a pas de liberté. Et donc, on me dit complot contre l'autorité de l'État. Mais on n'a pas pu me reprocher un seul fait, un seul geste. Je n'étais pas à une manifestation, je n'ai pas envoyé mes militants dans la rue. On est venu m'arrêter chez moi, complot. Au finish, on dit, j'ai tenu un discours qui pouvait inciter à la violence. D'accord. Mais, si c'est des discours qui incitent à la violence, revisitons notre hymne national ensemble. Au cœur de cette prose batailleuse, vous trouverez l'esprit d'une liberté que nous ayons défendue dans le sang, d'une liberté à laquelle on nous appelle pour être des bâtisseurs debout. Ça voudrait dire que c'est inné en nous. D'accord? La notion de défendre ses idées et d'aller parfois aux extrêmes. C'est inné en nous. C'est une conception de notre nation et de ce que chacun de nous est, parce que nous avons tous le sang de nos aïeux qui coule dans nos veines. Mais je comprends en même temps qu'il soit du rôle de l'État de ne pas laisser faire la pagaille. Parce que si l'État tombe, les institutions tombent, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de revendications. Donc, disons que chacun de nous, l'État et ses représentants et nous, nous étions tous chacun dans notre rôle. La Constitution nous permet tous de faire ce qui a été fait. Et à l'État, d'invoquer la violence légitime de l'État, et à nous autres aussi, d'invoquer le peuple. Mais au finish, qui est plus fort? Aucun homme n'a jamais été plus fort que l'État. Il n'est même pas souhaitable que des hommes, des minorités soient plus forts que l'État, parce que l'État reste encore le garant de l'intérêt général. C'est dans ce contexte qu'ils s'étaient retrouvés. Nous étions dans une crise politique. Nous nous sommes retrouvés là-bas pour des faits politiques. D'accord? On a dit, certes, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Et le président, très habilement, a trouvé que, même si nous étions des acteurs politiques, ayant agi dans le contexte politique, que nous avons enfreint des lois de droit commun. Forcément, parce qu'il n'y a pas de droits politiques. Il n'y en a pas. Donc forcément, il n'y a que des droits de droit commun. Je parle avec vous, c'est la liberté d'expression, elle n'est pas forcément politique, mais c'est une liberté pour tout le monde. Alors donc, on comprend alors que la situation est complètement politique et qu'on doit trouver des solutions politiques. Quand il faut trouver des solutions politiques, on ne fait pas la guerre. Parce que pour avoir la paix, on discute, on dialogue. Et lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on fait le rapport de force, on voit qu'on est inférieur. Parce que si on était plus fort que l'État, si on avait été plus fort que l'État, aujourd'hui, peut-être qu'on serait tous dans le décor. Parce que peut-être que le pouvoir serait tombé. On ne sait pas qui aurait pris. Est-ce des militaires? Et depuis, qu'est-ce qui se serait en train de se passer? Donc, il y a eu des actions qu'on a posées et que nous-mêmes, on n'a pas maîtrisé toute la portée que cela aurait pu engendrer. D'accord? Nous sommes d'accord entre le 6 et le 5. Pour nous, c'était fini. Le mandat n'était plus constitutionnel. On a défendu ça. Si cela n'était pas, si l'État n'avait pas résisté, il se serait passé quoi? Qui aurait pris le pouvoir? Qu'est-ce que ça aurait été? Donc, l'État a été plus fort que nous. Alors, quand vous êtes alors une victime de guerre, quand vous êtes faible, vous demandez quoi? La clémence. Parce que... Est-ce cette faiblesse qui vous a amené à rejoindre le bloc républicain, l'une des formations politiques soutenant le chef de l'État? Est-ce que vous y avez été contraint? Non, je ne me suis pas joint au bloc républicain depuis ma cellule de prison. J'étais libre, je suis sorti. Libre. Libre, même si c'est une liberté provisoire, je suis sorti libre. J'ai le droit de faire autre chose parce que on a dit qu'il n'y a pas... Je n'ai pas été pris pour mes opinions politiques. J'ai été pris parce que mon discours a pu conduire certaines personnes à la violence et je m'en excuse sincèrement car ce n'est pas moi, un républicain convaincu, qui va mettre en difficulté l'autorité de l'État. Donc, ce n'est pas ça. J'ai adhéré au bloc républicain parce qu'en sortant, j'ai fait le point de la situation. Quand je rentrais en prison, il n'y avait pas eu une seule attaque terroriste sur le territoire national. Quand je rentrais en prison, il n'y a pas eu la guerre en Russie entre la Russie et l'Ukraine qui a affecté si tant notre économie et notre société.
Quand je rentrais en prison, il n'y avait pas eu de morts à nos frontières, des innocents. Quand on est acteur politique et qu'on est préoccupé par la nation, est-ce qu'on peut rester insensible à ça? Est-ce que quand je sors, je continue de tenir toujours le discours Vatanga? Est-ce que je continue de dire non, Patrice Talon n'est pas légitime? Il y a eu 45 jours, et il faut le dégager. Est-ce que je continue d'ouvrir des trappes aux forces extérieures pour nous détruire? Parce que aujourd'hui, avec le numérique, nous sommes plus vulnérables que nous le pensons. Tout ce que nous disons, les invectives que nous nous donnons, toutes les récriminations contre notre pays, les autres le lisent aussi. Et ils savent alors, attention, ce pays ne peut pas se rassembler pour lutter contre des forces extérieures parce que ce pays est divisé. Et quand ce pays est divisé, les gens viendront. Mais quand ils tuent des gens, ils ne veulent pas savoir s'ils sont des soutiens de Patrice Talon ou pas. Ils ne veulent pas savoir s'ils sont riches ou pauvres. Ils tuent sans savoir qui c'est, qui n'a pas perdu sa famille, qui n'a pas perdu ses enfants. Et ensuite, lorsque notre économie est à terre, tout le monde souffre. Tout le monde se plaint. Et dans ces conditions, je fais quoi? Est-ce que je sors et je tiens un langage qui met en difficulté ceux qui sont au charbon, c'est-à-dire le pouvoir qui est en place, et qui essaye de faire face à ça, où je sors et je dis, je peux apporter. On a des divergences. On a des divergences. Qui ne sait pas que j'ai des divergences avec la gouvernance? On a des divergences. Il y a des choses, même si je partage la commission républicaine, je pense que le président est républicain. Il y a des choses que je n'aurais jamais voulu faire comme il le fait, forcément. Mais il le fait avec ses outils, avec ses armes, de la position dans laquelle il est, il le fait avec les armes dont il dispose. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je l'accompagne, je sais d'expliquer parce que je veux que le pays soit uni. Parce que l'intérêt général oblige qu'on se rassemble et non qu'on soit divisé. D'accord? Et les crises politiques se résolvent toujours par la politique. Quand les gens, on était en prison, on apprend que Boni Yahi, le président Soglo et d'autres sont allés voir le président Talon. Ils lui disent quoi? Ils lui mettent un fusil sur la tempe pour libérer les gens? Ils le prennent au collet? Ou ils négocient avec lui? Ils discutent avec lui pour dire, s'il te plaît, libère-les. Donc, quand on est allé négocier, discuter avec quelqu'un, c'est qu'on a reconnu toute sa légitimité. Quand le président français vient nous voir, il pense que le gouvernement du Bénin n'est pas légitime, que le président n'est pas légitime, il vient. C'est parce que toute la communauté internationale a reconnu la légitimité. Alors, quand moi je sors, je dis quoi? Je continue dans quoi? Qu'est-ce que ceux qui se disent de l'opposition, ou ceux qui sont à la mouvance et qui disent que c'est la... Ils me demandent quoi? Ils attendent quoi de moi? Je sors, je dis on reprend là où on en était, 45 jours, il n'est pas légitime, on le dégage, il n'est pas président. C'est ce que je dis. Je fais quoi? Il faut que je sois bravache, il faut que je monte la poitrine pour dire qu'on le dégage. Et pendant ce temps, est-ce que je peux gérer les forces qui vont nous contraindre? Frère Fouenou, on a limité par le temps. Votre adhésion au bloc républicain continue de susciter assez de réactions au sein des Béninois. Les gens se demandent si vous êtes vraiment sincère. Bon. Pourquoi ils demandent si je suis sincère? Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez, il y a une autre faiblesse de la société béninoise, c'est que nous aimons la politique spectacle. On aime ceux qui vont affronter le chef. Hein. On aime quand les gens bavardent, quand ils affrontent le chef, on est content, on se reconnaît à travers eux. Mais les conséquences, on les gère seuls. C'est-à-dire qu'on les gère seuls. Mais en même temps, ce n'est pas tant affronter le chef qui est le problème. D'accord? C'est les conséquences de cet affrontement pour le pays. C'est ça qui est le problème. Entre le Bénin et moi, qui est plus petit? Je suis infiniment plus petit que le Bénin. Alors, si je m'attaque à celui qui dirige le Bénin, si j'avais voulu faire de l'opposition à Patrice Talon, je ne serais rentré dans un parti politique, dans aucun des partis politiques de l'opposition parce que je ne crois pas en ce qu'ils font. J'aurais créé un parti politique moi-même d'opposition et j'aurais critiqué et fait des propositions alternatives. Mais il faut que je sois sûr de pouvoir remporter la bataille à la fin. Mais quand je ne suis pas sûr de remporter cette bataille, à quoi ça sert de mener une nouvelle action? Il vaut mieux rentrer dans un endroit où vous êtes plus nombreux à penser que ce qu'il fait est bien et où vous avez la possibilité de lui proposer d'améliorer ce qu'il... Parce que c'est aussi ça une gouvernance. Il ne s'agit pas d'être populiste, il ne s'agit pas de se laisser guider par la foule, parce que les élites, parfois, le peuple a des désirs contradictoires. Il faut pouvoir ordonner ces désirs. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi je suis républicain. Mais, en même temps, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. Très bien. Nous sommes pratiquement, sinon que nous sommes à la fin de cette émission. Fred Fouenou, ancien conseiller du ministre de la Communication, membre fondateur du bloc républicain. Membre du bloc républicain. Membre fondateur du bloc. Non, membre du bloc républicain, pas fondateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez face à nous et face à l'opinion. Cette émission même pas dit mon dernier qui mot. est
Je vais vous laisser conclure alors. Merci. Non, permettez-moi juste de m'adresser aux jeunes. Je voudrais leur dire que dans ce cas de siècle, nous sommes dans le premier cas de siècle du 21e siècle. La population béninoise est jeune. Les jeunes qui ont entre 0 et 25 ans constituent la première génération du Bénin. La question que nous devons nous poser, c'est comment faisons-nous pour être fiers du Bénin? Comment est-ce que nous pouvons être amenés à être fiers? Ce n'est pas en nous attaquant inutilement, ce n'est pas en cherchant à nous détruire, ce n'est pas en nous injuriant, ce n'est pas en dénigrant notre pays tout le temps, c'est en œuvrant pour le rassemblement. C'est en œuvrant pour le rassemblement parce qu'il n'y a pas d'homme éternel. Okay? Seul le Bénin est éternel. Et quelles que soient nos divergences, nous pouvons trouver des terrains d'entente lorsque l'essentiel est en jeu. L'essentiel, c'est le Bénin dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci. Frère Prenou, merci d'avoir participé à cette émission. Paul Dalongué, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. À très vite.